Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de la rentrée consacré à l'implantation de solutions e-santé à l'hôpital. Je regarde, nous sommes 32, 33 participants actuellement. Je ne compte pas les intervenants. Ce que je propose, c'est que on débute. Et excusez-nous là pour les quelques petites minutes de retard à l'allumage. Aujourd'hui, on va adresser un sujet qui est passionnant, qui est challengeant et qui est plein d'avenir. On va parler de e-santé avec tous les enjeux que ça représente, les contraintes et l'avenir. Bien évidemment, on va prendre un peu de hauteur. On va s'intéresser au domaine de la e-santé, mais quand on s'intéresse à cette définition, en fait, c'est simplement un produit de la digitalisation active de notre société et qui permet la rencontre entre des acteurs issus du monde de la santé et du monde du numérique. Et quand on s'intéresse là aussi un peu plus à la santé, regardons ensemble ces quelques éléments que j'ai voulu pointer avec vous relatives à justement à cette implantation de solutions. Ma slide est en train de bugger, mais ça va le faire tranquillement. Intéressons-nous justement au domaine de la e-santé. C'est bien évidemment aujourd'hui une grosse dynamique autour des technologies, de l'innovation et de la communication qui est censée aider l'ensemble des interlocuteurs au domaine de la santé. Bien évidemment, l'objectif est également de mettre à disposition des outils, des solutions qui vont améliorer la santé des patients, le bien-être, le confort des soignants et faire rentrer également dans cette dynamique l'ensemble des acteurs industriels, start-up du domaine de la santé. Et pour traiter de ce challenge important, j'ai souhaité réunir autour de moi et avec moi ce matin 3 experts start-up qui participent justement à l'avènement de la santé numérique en milieu hospitalier. Donc, nous avons tout d'abord Swazik Ambrosi, Swazik qui est présidente et fondatrice d'Intertio, Sami Merad, Sami est Head of Business and Strategy chez Pozos, et enfin, Émilie et Mercadal est CEO, cofondatrice d'Eurofim, et à leur tour, chacun d'entre eux vont challenger les différentes questions que je vais pouvoir leur poser, et surtout, vous permettre d'accéder à des informations, à des conseils, à des tips qui nous permettent à tous d'évoluer dans ce domaine de la santé. Je vais essayer d'avancer les slides, si j'y arrive. Donc, ma chère Swazik, tu es présidente d'Intertio, créée en 2018. Et la proposition de valeur d'Intertio, elle est somme toute simple, mais tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Elle est de proposer une plateforme digitale réservée aux professionnels de santé et plus particulièrement aux pharmaciens, aux médecins, pour leur permettre d'accéder à de l'information relative à leur pratique. Nous avons également autour de la table donc Sami. Sami est Voilà, Sami est Head of Business and Strategy chez Pozos, créé en 2017. Et Pozos, en fait, c'est une nouvelle génération d'aide à la décision médicale, dynamique et contextualisée, en fonction de chaque patient pour accompagner les médecins, les pharmaciens à accélérer et à sécuriser la prise en charge. Là aussi, Sami, je suis impatient de t'écouter sur cette proposition de valeur et la façon dont tu l'articules et tu la mets en musique avec tes interlocuteurs à l'hôpital. Et enfin, Émilie. Bonjour Émilie. Rofim a été créé en 2018. La proposition de Rofim, elle est ambitieuse et tu vas nous détailler ce que cela signifie. Donc, Rofim propose une solution innovante de télémédecine. On en parle beaucoup et du coup, c'est la raison pour laquelle aussi je t'ai invité autour de cette table et tu facilites donc les échanges sécurisés entre professionnels de santé et dans l'exercice d'expertise médicale également. Je vais passer au premier enjeu ici qui va nous dicter. Notre
webinaire est est articulé en 3 points qui sont bien précis, où on va adresser les enjeux, les contraintes liées à l'arrivée, à l'implémentation de solutions dans les hôpitaux. Et bien évidemment, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'avenir, qui est dans une dynamique portée par le Ségur de la santé. Et donc, j'interrogerai nos 3 débatteurs sur la façon dont ils voient la e-santé dans les années futures ou dans les mois futurs dans le domaine de l'hôpital. Aujourd'hui, et là j'ai repris quelques informations qui ont été poussées par l'Agence numérique en santé, donc qui aujourd'hui est le chef d'orchestre de la e-santé sur le territoire national. Et quand on regarde les différentes briques, on voit que la e-santé est censée répondre à des enjeux d'inégalité d'accès aux soins, de vieillissement de la population, de désertification médicale, d'évolution de la démographie médicale, on en parle régulièrement. On parle également de l'augmentation des pathologies chroniques, de la prise en charge de la dépendance, qui est un élément également très important. Un point également qui est évoqué par l'Agence numérique en santé, c'est la soutenabilité de notre système de santé, sujet ô combien intéressant et ô combien passionnant. Et puis, bien évidemment, cela va avec l'ensemble des défis, qui soient sociétaux, économiques, mais bien budgétaires pour adresser ce sujet-là. Donc, je vais m'arrêter sur cette présentation sur les enjeux et je vais passer tout de suite la parole à nos différents interlocuteurs. Soisig, je vais t'interroger la première sur ce que toi, quand on parle d'enjeux à l'hôpital, toi qui es présente à l'hôpital depuis quelques temps, comment tu vois cette relation et quels sont pour toi les enjeux? Alors effectivement, si on s'intéresse aux enjeux des hospitaliers, le principal point, c'est de libérer du temps pour les professionnels de santé à l'hôpital pour qu'ils puissent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, à savoir le soin, et un soin qui soit fait toujours dans des gages de sécurité pour les patients. Donc ça a été vraiment l'enjeu sur lequel nous, on a travaillé avec Intertio pour réussir à identifier comment on allait pouvoir apporter aux professionnels de santé tous les outils numériques dont ils pourraient avoir besoin pour dégager du temps et vraiment être encore plus efficients quand ils sont en face-à-face avec leurs patients. D'accord. Ouais. Quand on dit outils, tu entends aussi par ça solution. C'est pour toi cette façon de répondre aux besoins des professionnels de santé et de tous les acteurs que tu rencontres. Exactement. Donc ça peut être à la fois, on en reparlera, mais soit une solution d'un point de vue organisationnel ou au contraire une solution technique ou managériale. Ok, d'accord. Merci Soisig. Qui veut intervenir, peut-être Samy? Avec plaisir. Merci Karim pour l'invitation à ce webinaire et ravi de rejoindre mes amis et collègues habituels, Émilie et Soisig, pour débattre autour de cette question. Les enjeux à l'hôpital, en fait, déjà, il faut avoir bien en tête que sur la go-to-market à l'hôpital, la commercialisation, la stratégie de business développement, il faut appréhender l'établissement vraiment comme un millefeuille à la fois décisionnel, à la fois en termes d'enjeux. Tous les acteurs n'ont pas exactement les mêmes enjeux. Et donc, une déjà des briques, on va dire, stratégiques, c'est de réussir à bien cerner les enjeux de chaque acteur et de chaque intervenant au sein de l'hôpital. Soisig mentionne les professionnels de santé qui sont globalement nos utilisateurs finaux de nos solutions. Ces innovations arrivent entre les mains soit des patients, soit des professionnels de santé. Ces innovations-là, elles vont passer par différentes strates, par différentes steps, en fait. Et donc, je pense qu'un des enjeux pour des startups ou des acteurs innovants assez nouveaux sur le marché comme nos sociétés, c'est la bonne compréhension de l'écosystème et de l'hétérogénéité des acteurs et de leurs besoins. Ça, c'est un premier point. Et je pense que pour mettre en place des solutions d'innovation, une des grosses importances, c'est le temps et l'investissement qu'on va accorder à l'exploration de ces besoins-là de chacun des acteurs. Tu parles de différents interlocuteurs. Effectivement, il y a de nombreuses parties prenantes à l'échelle de l'hôpital. Et quand je dis hôpital, j'englobe à la fois les structures publiques et les structures privées, bien évidemment, les acteurs de santé, associations de santé, mais également les professionnels de santé eux-mêmes. Ben justement, Émilie, comment tu fais, toi, pour adresser ce panel large
d'intervenants au service des patients. Merci Karim pour la question. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc en fait, nos intervenants principalement à l'hôpital, ils sont de 2 catégories. Donc il y a des intervenants qui sont davantage administratifs, donc en fait qui sont décideurs. Donc pour des hôpitaux, on parle généralement de la direction de l'innovation, la direction de la transformation ou la direction des services d'information. Et on a le côté praticien, donc en fait vraiment les médecins. Et donc là, on va avoir des praticiens, des chefs de service et les présidents de CME. Et en fait, eux, ils sont davantage prescripteurs, alors que les premiers intervenants sont beaucoup plus décideurs. Et comme le disait, je rejoins vraiment Samy sur le temps et l'investissement. En fait, c'est 2 variables, 2 enjeux majeurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de déployer un projet d'envergure tel qu'un projet de transformation digitale, parce que la e-santé, pour moi, s'apparente à cela, sans avoir un référent identifié au sein de l'établissement et d'avoir un budget alloué. Merci. On peut dire effectivement sur la direction de l'innovation, c'est vrai que ça devient après le passage obligé dès que vous voulez implanter une solution d'innovation. Et c'est assez notable la mutation qui s'est effectuée concernant cette fonction de directeur d'innovation à partir de 2020, puisque avant on parlait surtout d'innovation médicale, donc c'était vraiment le cœur de métier des directions des innovations scientifiques. Et depuis 2020, on voit que ces directions sont de plus en plus ouvertes à des innovations à la fois techniques, managériales et numériques. Okay, d'accord. Intéressant ce que vous dites. Et justement, avec la multiplication de ces interlocuteurs qui est essentielle, puisque l'objectif étant d'adresser des solutions qui portent de la valeur, et justement, comment vous arrivez à embarquer, vos interlocuteurs à l'hôpital sur le besoin de créer de la valeur? Est-ce que je peux répondre? Avec plaisir, Émilie. Donc en fait, on n'embarque pas les interlocuteurs sur le besoin de créer de la valeur parce qu'en fait, on répond tout simplement à un besoin de terrain. Donc en fait, c'est vraiment différent. Notre solution est adaptée au terrain parce qu'elle vient du terrain. Donc principalement, nous, au sein de Rofim, on a été créé par un chirurgien adossé à un comité scientifique de 35 médecins. Donc en fait, on ne crée pas le besoin, on vient répondre à un besoin qui est largement identifié et qui est prouvé par tous. Et donc, je pense que c'est ça qui crée la différence. Ouais. Samy, sur ce point-là aussi? Ouais, sur ce point-là, moi j'aimerais bien que la réponse aux besoins soit le seul critère ou que ce soit suffisant. Émilie, il faudra que tu nous donnes tes secrets d'affaires. Je plaisante. Je crois que Émilie a raison. Hein. Il faut premièrement répondre à un besoin et rapidement aller sur le terrain. L'hôpital, c'est un terrain qui n'est pas si accessible que ça en vérité. S'il n'y a pas des professionnels de santé dans l'équipe, dans la start-up ou parmi l'équipe pionnière, c'est assez compliqué de rentrer dans un service, recueillir du besoin. Là, Émilie, tu mentionnes la participation de chirurgiens, de médecins. Effectivement, on a procédé de la même manière qu'Ozos. On a eu plusieurs années de R&D et puis très rapidement, en fait, on a eu la chance de pouvoir interagir avec énormément de praticiens hospitaliers dans plusieurs disciplines pour vraiment façonner le produit selon, comme tu le mentionnes, Émilie, les besoins du terrain. Et après, en seconde étape, en fait, un des challenges qu'on rencontre très rapidement, c'est déjà de 1, s'apercevoir que les autres types d'acteurs, la direction générale, la direction de l'informatique, la direction financière, la direction de la qualité, n'ont pas forcément la priorité sur ces besoins-là. Et donc, il faut réussir en fait sur un même problème et un même produit, combiner et répondre à différents besoins. Et finalement, on s'aperçoit en creusant un peu et en naviguant dans l'environnement hospitalier qu'il y a certaines problématiques qui peuvent se rejoindre autour d'un produit commun ou d'une solution commune. Il y a les certifications sur la qualité des soins qui vont beaucoup intéresser la direction générale. Il va y avoir tout l'aspect des différentes certifications des autorités de santé qui vont plutôt, elles, intéresser les directions de la qualité. Vous allez avoir toutes les problématiques de cybersécurité, de convergence du numérique, d'interopérabilité entre les solutions qui, là, vont beaucoup parler à la DSI. Évidemment, il y a des enjeux aussi financiers. Si vous êtes capable de démontrer un ROI de vos solutions pour l'établissement en tant que structure et pas juste pour le service ou le médecin ou pharmacien que vous adressez, là, vous parlez aussi à tout ce qui va être direction financière et encore une fois, direction générale. Si vous arrivez à démontrer aussi une efficacité
prouvée, on va dire, hein, par des études. Et de plus en plus de startups du digital, en fait, lancent des études. Avec Pozos, on a la chance de designer une étude en partenariat avec le PRP qui sera lancée ces prochaines semaines pour montrer l'efficacité d'outils numériques sur la réduction de la iatrogénie. Et ça aussi, c'est des éléments qui vont aller parler au comité du médicament et au CME et aux différents acteurs scientifiques de l'établissement. Okay. Donc, effectivement, répondre à un besoin terrain, mais s'assurer qu'on prend en compte les problématiques de tous les acteurs autour de la décision pour l'implémentation de l'innovation. Okay. Donc, je résume. On répond à un besoin terrain. J'enfonce une porte ouverte, mais effectivement, c'est important de le dire. On crée de la valeur parce qu'on démontre aux interlocuteurs qu'ils arrivent à travailler différemment, à être plus efficients, si je puis me permettre, et on implique l'ensemble des interlocuteurs qui vont être impliqués dans le déploiement de solutions. Ben, je pense que, en tout cas, vos propos sont une excellente transition vers la deuxième partie de notre webinaire. Le temps file et on va s'intéresser maintenant plutôt aux contraintes que vous rencontrez, vous, ou que vous faites rencontrer par vos interlocuteurs. Et à l'instant, on vient de vous poser un premier sondage sur la première partie de notre topo pour voir si celui-ci, en tout cas, permet de vous aider dans votre démarche. Sujet numéro 2, un sujet ambitieux, mais assez large, qui lui porte sur les contraintes. Alors, on en a mis 4, plus une qui est somme toute importante, des contraintes techniques et réglementaires. Comment vous faites quotidiennement pour adresser ces contraintes, pour rassurer vos interlocuteurs à l'hôpital, pour les impliquer sur ces aspects-là. Il y a des contraintes commerciales, on parle d'innovation, on parle de e-santé, et il y a cette façon d'embarquer les solutions, de trouver un financement qui permet justement aux patients de bénéficier de solutions. Il y a des contraintes budgétaires dont j'aimerais vous entendre parler, c'est plutôt côté hôpital. C'est un sujet qui est important, je pense, qui est partagé par l'ensemble de l'auditoire, mais également de notre panel d'intervenants ce matin. Et j'ai voulu volontairement mettre également en avant la contrainte de la ressource humaine côté hôpital, puisqu'on le voit bien, l'arrivée de solutions doit impliquer différemment l'ensemble des processus de santé, des personnels administratifs, des fonctions support qui sont également impactées. Et justement, vous trois, comment vous faites pour justement traiter ces différentes contraintes? Swazik, est-ce que tu veux inaugurer cette partie-là? Je t'écoute. Oui, tout à fait. Alors, sur les contraintes techniques, si on peut commencer avec la propriété intellectuelle, par exemple, parce qu'une fois que vous avez une idée, forcément, il faut la protéger. Et cette innovation-là, elle peut venir soit directement de l'hôpital, puisqu'il y a beaucoup de médecins, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont à l'origine d'innovations. Et ces innovations-là, ça va être important de les faire rayonner également dans d'autres structures hospitalières. Ou l'innovation, elle peut venir d'un industriel ou d'une start-up. Et quand vous êtes une start-up, c'est vraiment crucial de protéger votre innovation parce que si vous la protégez pas, n'importe qui va pouvoir s'approprier votre solution en e-santé. Et quand vous faites avec le budget qui est forcément restreint pour une start-up, vous avez plusieurs solutions. La première, ça va être les enveloppes solo qui sont peu onéreuses où vous allez faire en fait des copies d'écran de vos solutions où vous allez adresser vos codes. Et une fois que ces enveloppes solo-là sont déposées, vous avez une protection totale et vous êtes vraiment identifié comme l'inventeur, l'innovateur de cette solution. Il faut aussi être bien regardant quand vous répondez à des appels d'offres, puisque en fonction des appels d'offres, que ce soit un appel d'offres à l'hôpital ou avec une autre fonction publique, il y a des fois des appels d'offres qui confirment que la propriété intellectuelle deviendra in fine la propriété de l'hôpital ou de la collectivité. C'est pas forcément ce que vous imaginez quand vous avez initié votre démarche auprès de l'hôpital. Et c'est aussi important de protéger sa solution parce que quand vous êtes en face de clients potentiels, si vous tombez sur des groupes qui sont parfois indélicats, vous courez le risque de voir votre solution copiée et que certains industriels se comportent comme des copycats, voilà, un peu limite. Donc vous avez
plusieurs options, à la fois l'enveloppe solo, mais aussi il y a l'agence de protection des programmes qui permet de répondre à cette contrainte-là. Est-ce que j'enchaîne là sur les contraintes commerciales, Karine, ou il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur le... on va continuer le tour de table là. Émilie, on parle de contraintes techniques et de contraintes réglementaires. Voilà, j'aimerais t'écouter également sur ce sujet-là. Alors moi, avant Rofim, je viens de la sphère réglementaire. Donc, je travaillais pendant quelques années dans un service réglementaire dans l'industrie pharmaceutique pour les vaccins. Donc, selon moi, la contrainte réglementaire est moins forte dans la e-santé parce que ce qu'il faut, c'est vraiment mettre un cadre HDS et qui respecte les RGPD pour à la fois les patients et les praticiens. Donc, selon moi, c'est la barrière la moins complexe à franchir et ce qui explique aussi pourquoi, en l'espace de 2-3 ans, on a vu énormément de structures en e-santé venir sur le marché parce que la contrainte réglementaire n'est pas assez forte. Aujourd'hui, on voit justement avec le socle étatique qui renforce cela, mais selon moi, ce n'est pas la barrière numéro 1. Ok. Merci, Émilie. Samy, tu veux reprendre continuer? Oui, si Karim, je peux rebondir. Bien sûr. Je suis assez d'accord avec Émilie aujourd'hui sur le business développement à l'hôpital. Je n'ai pas le sentiment que ce soit la barrière réglementaire qui nous soit la plus immédiatement ou la plus principalement opposée, entre guillemets. Alors oui, il y a des principes de base qu'il faut respecter, mais j'ai envie de dire, vous ouvrez pas une boîte dans la e-santé si vous n'êtes pas HDS, si vous n'êtes pas RGPD compliant et si vous n'avez pas vos serveurs qui sont en Europe. Bon, une fois qu'on a dit ça, on passe à la suite parce que c'est pas le principal des paramètres pour parler avec les hôpitaux. Donc, je rejoins parfaitement Émilie. En fait, quand on compare à d'autres industries, le réglementaire n'est pas le premier point. Nous, un point qui nous a très rapidement pas posé problème, mais qui nous a challengé, c'est l'interopérabilité et l'interconnectivité avec les autres outils déjà en place dans l'hôpital, notamment les DPI. Puisque nous, on est une solution d'aide à la décision. On va proposer dans une seule et même plateforme plus de 200 sources médicales. On va, avec un scan d'ordonnance, proposer de remplir immédiatement les médicaments dans le DPI, dans le dossier patient informatisé, donc faire gagner 10 minutes par admission patient. Mais tout ça, il faut être bien connecté avec les outils qui existent déjà, notamment les éditeurs de DPI, qui sont des acteurs historiques, omniprésents à l'hôpital. Et donc, nous, une de nos solutions, évidemment, ça a été, une fois qu'on a compris ça, et d'où un peu le retour sur ce que je disais en intro, l'observation des différents acteurs et les différentes forces. Une fois qu'on a compris ça, un de nos premiers points stratégiques était de rapidement nouer des partenariats avec ces acteurs-là. Et donc, rapidement, on a été partenaire avec Dedalus, qui produit Orbis et DXCare, avec Beau Medical. Et puis là, on a d'autres éditeurs avec qui on va annoncer des partenariats qui ont été signés cet été. Un des conseils pour les acteurs qui souhaitent opérer dans le monde hospitalier, c'est de considérer si oui ou non les éditeurs historiques en place sont d'importance stratégique pour eux. Et si c'est le cas, voir dans quelle mesure des partenariats sont envisageables. Je ne sais pas ce qu'en pense Swazik et Émilie sur ça. Même toi, Karine. Alors c'est vrai que nous, sur les partenariats, on a eu une approche un petit peu différente pour pas que la start-up soit dépendante des éditeurs. Donc l'idée avec Intercio, c'était de faire en sorte que les start-up qui avaient des innovations puissent présenter leurs innovations sur la plateforme. Et là où on apporte l'innovation d'usage, c'est que c'est le médecin lui-même qui, en se connectant à la plateforme, découvre l'innovation et va pouvoir ensuite interagir avec le start-upper. Donc c'était un petit peu ce qui faisait le caractère unique et une autre façon après de pousser des portes à l'hôpital. Émilie, concernant les interactions avec les éditeurs de logiciels historiques à l'hôpital, quelle est ton expérience? Donc, je rejoins complètement ce que disait Samy. C'est vraiment des interlocuteurs qui sont installés. Et donc là, en fait, la contrainte vient de l'interopérabilité. Nous, on l'a très vite compris et assimilé chez Rofim. C'est pour ça que dès 2020, on a développé un connecteur AI pour justement être interopérable avec l'ensemble des DPI. Parce qu'au préambule, ce que j'avais fait, c'était d'aller voir chaque DPI individuellement. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout justement lorsque nous sommes une start-up versus le DPI. Donc, l'interopérabilité, elle est clé à la fois pour assurer la sécurité d'un point de vue DSI, de dire, voilà, aujourd'hui, je peux complètement identifier les flux entrants et sortants, mais elle est également clé dans notre promesse de valeur qui est le gain de temps pour les usagers en annulant complètement une double saisie et aussi le risque d'erreur. Donc,
interopérabilité pour la peine, c'est une vraie contrainte, une contrainte qui coûte très cher à la structure et une contrepartie à l'hôpital, mais c'est surtout la structure qui doit la prendre. Donc, il faut vraiment y penser très tôt dans son business plan parce que c'est la clé de la pérennité dans les structures hospitalières. Ok, ouais. Je continue sur l'interopérabilité parce que c'est clairement un sujet prégnant lorsqu'on discute avec des interlocuteurs à l'hôpital, lorsqu'on discute entre start-up. Et justement, Samy, je rebondis sur ce que tu disais. Tu parlais de connexion, de liens assez rapides avec les éditeurs de logiciels. Comment concrètement chez Pozos, start-up qui a été créée en 2017, hein, donc si je compte bien, ça fait 5 ans, et vous adressez à des acteurs qui sont historiques, comment vous avez fait pour les intéresser à ce qui vous écoutent sur la solution, les solutions que vous amenez à l'hôpital? Ouais, alors peut-être pour le contexte, hein, Pozos a été créé effectivement en 2017. Les premières années, c'était principalement de la R&D sur le NLP, donc les algorithmes d'intelligence artificielle de compréhension du langage médical. La commercialisation de Pozos, finalement, a lieu depuis maintenant 1 an et demi, avec 80 000 soignants qui utilisent la solution, plus de 40 000 médecins, 10 000 pharmaciens. Et depuis maintenant un peu plus de 6 mois, on a designé des fonctionnalités spécifiquement conçues pour l'usage hospitalier. Et donc, nous avons maintenant des clients qui sont des établissements hospitaliers qui payent des licences Pozos pour équiper leurs médecins et pharmaciens à avoir des outils plus rapides et plus sécurisés en termes de prescription et en termes de réduction de la iatrogénie. Je dis ce propos introductif pour dire que finalement, on a conçu des solutions avec les praticiens hospitaliers et les établissements. Et lorsqu'un éditeur reçoit plusieurs fois la demande de plusieurs de ses clients dans le mois qui lui dit on a rencontré Pozos, c'est un super outil, ça nous fait gagner du temps, de la sécurité, on a tel et tel motif de ROI, on le veut absolument dans notre DPI, pourquoi vous ne l'avez pas? Finalement, c'est même les éditeurs qui, après coup, sont revenus pour nous demander des démos et comprendre un peu mieux ce qu'on faisait. Je ne dis pas que ça a été simple, c'est un travail, c'est de l'innovation mutuelle et de partenariat. Hein. La séduction, elle est mutuelle, mais je pense que l'intérêt client, l'intérêt des praticiens hospitaliers, c'est ce qui nous a permis d'avancer le plus rapidement avec ces éditeurs. Ok, donc tes ambassadeurs, ce sont tes utilisateurs, si je comprends bien. Et leur établissement. Et leur établissement derrière. Ouais. On passe un peu sur les autres contraintes. J'ai envie de vous écouter, moi, de façon très attentive sur les contraintes commerciales, budgétaires et comment vous les adressez. Émilie, je te vois sourire, donc je te passe la parole. En fait, je pense que les contraintes budgétaires et commerciales, avant tout, je pense que c'est l'agenda. On n'a pas du tout le même agenda lorsqu'on pilote une start-up que lorsqu'on pilote un établissement. Quelquefois, dans leur roadmap, ils vont nous dire « Ah oui, au printemps 2023 ». Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion avant l'agenda, c'est vraiment de se dire qu'il y a une notion de timing qui est différente avant la notion de commercial et de budget. Honnêtement, au départ, nous, ce que l'on faisait, c'est qu'on adressait une structure dans son ensemble. Et là, on se heurtait à des problèmes d'enveloppe et de timing. Et donc, en fait, aujourd'hui, on fonctionne un petit peu différemment à l'échelle d'un service qui est plus réactif et qui peut bénéficier d'enveloppes dédiées. On le voit bien souvent, malheureusement, que les professeurs ou les chefs de service vont faire appel à l'industrie pour pouvoir financer des solutions comme les nôtres. Donc, en fait, il y a quelquefois, lorsque les budgets ne sont pas du tout là, une manière, en fait, différente de pouvoir amener un financement pour utiliser une solution. Donc, c'est ce que l'on voit sur le terrain. Et après, par contre, pour se déployer à l'échelle d'un établissement, c'est les appels à projets. Donc, vraiment, là, lorsqu'il y a un appel à projet avec un cahier des charges défini, là, les budgets sont débloqués et on peut avoir des projets d'envergure. Donc, c'est vraiment, nous, on est sur à la fois le tout petit, à l'échelle du service ou à l'échelle d'un établissement, voire d'un GCS, avec des appels à projets. D'accord. Donc, l'agenda qui est hyper important et travailler à l'échelle d'un service et le rôle des appels à projets. Swazik, sur cet aspect-là? Alors, je rejoins tout à fait Émilie sur le côté agenda. Par contre, sur le modèle budgétaire, nous, ce qu'on identifie tout de suite, c'est qu'il n'est pas possible de faire financer toutes les innovations uniquement par l'hôpital.
même s'il y a des projets qui sont spécifiques et qui peuvent rentrer dans l'article 51, par exemple. Donc, il faut rapidement imaginer d'autres relais. Donc, les relais, ça peut être les patients, les mutuelles, les industriels. Donc, chez Intercio, pour gagner aussi du temps, on est parti du constat que les hospitaliers ne paieraient pas pour utiliser la solution. Donc, on a trouvé effectivement un autre business model pour faire en sorte que les médecins hospitaliers aient accès à la plateforme, à l'ensemble des services. Donc, ils vont pouvoir à la fois découvrir du contenu de promotion, du contenu environnemental et présenter des patients pour leurs études, et que toutes ces fonctionnalités soient complètement gracieuses pour les hospitaliers. Sachant qu'on a d'autres services qui vont intéresser les industriels pharmaceutiques, et ce sont les industriels pharmaceutiques qui payent les fonctionnalités qui vont les intéresser, de sorte que ce chiffre d'affaires-là suffisant nous permet d'offrir des fonctionnalités gratuites aux hospitaliers. Ok. Merci Swazik. Samy, quand on a préparé ce webinaire ensemble, tu avais parlé d'une chose qui m'avait semblé très pertinente, c'est la place des essais cliniques, justement pour finalement pas contourner, mais prendre en compte ces contraintes-là. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu plus. Oui, alors de plus en plus, en fait, on voit la démarche scientifique issue un peu du monde du médicament et du dispositif médical conventionnel, c'est-à-dire le DM implantable, le DM de Scheer, etc., venir un petit peu s'inscrire aussi dans la démarche de commercialisation des dispositifs médicaux digitaux. En fait, on voit de plus en plus de sociétés qui mettent en place des protocoles d'études d'essais cliniques, alors non interventionnels, qui ne font pas forcément appel à des patients, mais qui en tout cas où on va avoir un protocole rigoureux scientifique pour tester l'application et voir les bénéfices qu'elle apporte. Et donc, comme je le disais un peu en préambule, chez Pozos, on a la chance de lancer avec le DMH de la PHP et plusieurs centres une étude multicentrique pour justement évaluer la diminution de iatrogénie dans les services d'urgence. Et je crois, alors au-delà du fait qu'on y participe, je pense que c'est une bonne démarche parce que finalement, on a longtemps voulu essayer dans tous les sens des solutions digitales avec des hypothèses très papier, très théoriques. Moi, je crois qu'il faut finalement revenir sur un modèle plus rigoureux, plus scientifique, y compris lorsqu'il s'agit de solutions digitales et numériques, parce que finalement, des premiers essais, des premières explorations, notamment en Allemagne, en Angleterre, ont montré le bénéfice et l'apport des solutions digitales, des DM digitaux ou des thérapies aussi digitales. Donc, je pense que ces solutions-là méritent en fait le même niveau de rigueur et de science dont on a pu faire preuve dans le monde du médicament ou dans le monde du DM un peu plus conventionnel. Okay. Il y a quelques réactions là, de pouces levés. Je pense que dans l'auditoire, beaucoup sont d'accord avec toi. Et, je vois la réaction de Paul-Antoine Hamon, que je remercie pour son intervention extrêmement pertinente. Moi, je pense que c'est la prochaine étape, en fait. On a réussi à montrer pendant 2 ans, 3 ans qu'il y a un certain nombre de solutions numériques qui ont un réel impact positif pour le patient, pour la société et potentiellement aussi pour l'établissement en tant que structure. Selon moi, il va de soi que tout comme on est en train de dérembourser des thérapies qui sont peut-être moins efficaces il faudrait du coup penser à minima une codification des actes qui impliquent un dispositif médical digital et au mieux une évaluation de remboursement. Néanmoins, ça ne doit pas être la stratégie, je pense, première d'une start-up parce que c'est trop théorique et trop long terme et donc on risquerait de tuer beaucoup d'innovations pertinentes pour les patients avant que ce remboursement n'intervienne. C'est un peu la contrebalance. Je partage ce point de vue. Quelque part, quand on parle d'essais cliniques, avec toutes les proportions gardées que je mets derrière, c'est aussi un SaaS qui est porté par l'expérimentation. Et je vois bien chez Tracify, dans l'implantation de solutions dont je commence à parler, moi, avec les hôpitaux, il y a ce SaaS qui est hyper important, qui est l'expérimentation, qui fait que l'hôpital s'engage sur une période qui est bien codifiée, qui est bien précise, sur un périmètre également, lui, qui est bien balisé. Et ça rassure l'établissement de santé et ça nous rassure nous en tant qu'apporteurs de solutions à l'hôpital. Là, je viens de parler des interlocuteurs hospitaliers. Il y a un dernier point concernant les contraintes sur lesquelles, là aussi, j'ai bien envie de vous écouter sur la façon dont vous appréhendez le message, qui est un vrai message, un message véridique sur l'absence de ressources à dédier
à la mise en place de solutions, aussi pertinentes soient-elles. Donc, en gros, votre solution, elle est super sympa, mais moi, je n'ai pas la bande passante en personne pour l'appréhender et pour vous aider à avoir des retours utilisateurs. Émilie, sur ce sujet-là, j'aimerais bien que tu inaugures un peu cette question. Donc, la bande passante, en effet, c'est vrai que la bande passante des utilisateurs, elle est vraiment limitée. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de leur démontrer très rapidement à la fois qu'il y a un gain de temps et nous, pour notre solution, qu'il y a une valorisation financière. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, si on arrive très vite, synthétiquement, à prouver qu'en changeant un usage, on arrive à gagner du temps et gagner de l'argent, ça fonctionne. Après, c'est vrai que ça va. Nous, ce que l'on voit, c'est que le déclic pour l'usage vient vraiment lorsqu'ils ont un besoin, que ce soit de faire une telle expertise ou de présenter un patient. Donc, quelquefois, voilà, on n'a pas la bande passante pour écouter ou pour être formé à l'outil, mais lorsque l'on a le besoin, on va prendre ce temps-là, justement, et après, on va débloquer l'usage. Donc, la bande passante, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'il faut soit être patient, soit essayer vraiment systématiquement de montrer ce gain de valeur. Mais en tout cas, lorsque le besoin est urgent, la bande passante est toujours trouvée. Ok. Merci pour ce message d'espoir. D'ailleurs. Je suis très optimiste. Très optimiste. Samy, sur ce point-là. Écoute, déjà, je suis très content de rejoindre Émilie pour le déjeuner tout à l'heure à partager son optimisme et ses secrets. Non, je suis parfaitement en accord avec Émilie. Moi, je pense que quand le projet démontre sa valeur à la fois sur le patient, pour le pro de santé et pour l'établissement, encore une fois, il faut tenir compte de toutes les problématiques de tous les acteurs. Hein. Alors, on trouve le budget déjà. Selon moi, il n'y a pas, en vérité, il faut arrêter avec les hôpitaux n'ont pas de budget. Les hôpitaux ont des budgets, mais pour des projets très précis sur lesquels ils sont très regardants sur les critères et c'est normal. Non seulement c'est de l'argent public, alors encore heureux, et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Donc, finalement, les hôpitaux ont le budget. Il faut pas, je pense pas qu'il faut se tromper sur ça. Juste, effectivement, il faut réussir à prouver que ce budget mérite d'être dépensé sur nos projets. Et sur la bande passante, c'est finalement peut-être même plus en pénurie que le budget. Et je dirais, au-delà de réussir à prouver la valeur, comme le dit Émilie, il faut finalement, s'ils n'ont pas la bande passante, il faut la créer pour eux. Chez Pozos, par exemple, on a tout un programme d'onboarding et de formation qu'on a conçu spécialement pour les hôpitaux qui souscrivent à nos solutions pour dégager un maximum de temps aux équipes projet des hôpitaux pour qu'ils n'aient pas, eux, à former les utilisateurs de nos solutions. Et donc, on a des pharmaciens experts de nos solutions qui se rendent disponibles sur les journées de formation sur place, mais qui sont aussi disponibles en visio sur différentes durées. Ça peut être une visio de 5 minutes, de 15, de 30, à la demande. Et en fait, on crée la bande passante sur, par exemple, les développements informatiques. Nous, notre équipe d'ingénieurs est spécialisée dans le monde de la santé et de l'hospitalier. S'il y a des développements que le DSI d'un hôpital doit faire, nous, on va l'accompagner pour qu'il ait un minimum de travail à faire. Donc, finalement, on essaie de créer la bande passante pour nos interlocuteurs. Ok, très bien. Swazik ? Pas toujours, d'ailleurs. Donc effectivement, le premier point, c'est de réussir à trouver un médecin qui soit suffisamment motivé pour tester. Donc la motivation, elle peut venir, comme le disait Émilie et Samy, d'un problème qui devient absolument incontournable. Mais malgré tout, une fois que le problème est trouvé, que la personne est motivée, il faut toujours prendre un petit temps où le médecin va pouvoir se poser pour ensuite prendre de la hauteur et identifier comment est-ce qu'on va pouvoir faire différemment une tâche chronophage. Et il y a tout un rôle de notre part pour réussir à le convaincre que si on teste quelque chose de différent, il va pouvoir être gagnant à la fois en termes d'efficacité, en termes de temps, etc. Donc ça peut être à la fois une innovation d'usage, donc faire plus avec moins. Donc je pense notamment à des tâches rédactionnelles. Vous savez qu'il y a des praticiens qui dessinent encore à main levée en oncologie pour présenter ensuite à leurs patients la façon dont les opérations chirurgicales vont se dérouler. Là, maintenant, il y a des solutions qui existent où il y a un petit logiciel qui permet directement au praticien de poser les différents schémas sur son ordinateur et de les remettre à sa patiente. Donc là, à la fois, le médecin est gagnant et le patient est beaucoup plus satisfait. Donc il y a d'autres comme ça, gestes techniques, notamment pour les gaz du sang qui sont
des examens qui peuvent être très douloureux, il y a des innovations, notamment celle qui est apportée par Arteria, qui permettent de réaliser ce geste technique de façon beaucoup moins douloureuse et beaucoup plus rapide pour les professionnels de santé. Ok, très bien. Merci Swazik. Tu clôt cette première partie consacrée aux contraintes et l'heure tourne. Il ne nous reste plus que quelques minutes. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'avenir, des perspectives sur le domaine de la e-santé. Il y a un rapport assez récent qui a été publié par l'Institut Montaigne, qui date de 2020, certes, mais qui est tellement d'actualité, qui décrit la e-santé comme étant un élément pourvoyeur de création de valeur à l'échelle de la France. Pour terminer sur les aspects contraintes, 2 questions vous sont poussées dans la partie sondage, donc on vous invite à y répondre, bien évidemment. Donc je vais... Hop. Donc la dernière partie, elle est consacrée à l'avenir. Et là, je m'appuie sur effectivement ce rapport de l'Institut Montaigne qui disait tout simplement e-santé augmentant la dose. Donc, Émilie, ça allait dans ton sens de l'optimiste dans le domaine de la santé numérique. Ben justement, Émilie, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu en ferais? Alors, donc, bon, baguette magique au sens large, donc là, on va rester sur l'activité parce qu'au sens large, forcément, je te dirais, parce que nous, on lutte contre l'errance diagnostique, donc au sens large, je te dirais, voilà, qu'il n'y ait plus de nouvelles maladies rares qui sortent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si je recentre une baguette magique, c'est vraiment de faire en sorte que le changement de mœurs, parce qu'en fait, nous, vraiment, ce qu'on voit, c'est la courbe du changement. Donc, vous savez, cette courbe de changement. Et après, donc moi, ce que je ferai en sorte, c'est d'essayer de diminuer c'est vraiment toutes ces prises de décision et surtout cet accompagnement. Voilà. Donc, pour moi, ça serait vraiment là où il y aurait un gros impact parce qu'il y aurait un impact à la fois pour le quotidien des praticiens, mais énormément pour les patients. Et donc, et après, si j'avais une baguette magique plus au sens large, je pense que moi, je serais enclin à amener davantage les praticiens à prendre en compte l'avis du patient, parce qu'au final, le patient, c'est celui qui se connaît le mieux, et vraiment de faire en sorte qu'une fois qu'on a diagnostiqué, on s'engage de plus en plus dans l'éducation thérapeutique. Donc ça serait ma deuxième baguette magique. Merci, Karim. Samy, pareil, même question. Tu as une baguette magique. Alors j'en ai une, j'en ai deux, parce qu'apparemment, Émilie, elle a répondu une baguette magique alors qu'elle n'avait pas. Je suis passée en premier. Maintenant, t'en as une et demie. Donc ça dit que t'en auras une demi, toi. Ah zut. Non, très opérationnellement pour nos innovations. Et si on se limitait au scope de la France d'ailleurs, la baguette magique, moi, elle concernerait l'interconnectivité et l'interopérabilité des solutions. Si d'un coup, on pouvait faire que tous les acteurs se mettaient au niveau d'un point de vue interopérabilité, si tout le monde pouvait parler par exemple en Fire ou dans une norme qu'immédiatement et tout le monde puisse interagir avec, on a une standardisation des différentes classifications, notamment des pathologies, des maladies, des médicaments. Alors c'est la casquette pharmacien qui parle, mais il faut que les solutions informatiques, les solutions numériques puissent parler le même langage et puissent se connecter entre elles très facilement. C'est pas possible que certains acteurs soient encore sur des technologies qui ont maintenant plusieurs dizaines d'années et que ça doit prendre plusieurs mois pour pouvoir parler avec certains systèmes. Et ça freine l'innovation et potentiellement ça tue des innovations qui pourraient être très utiles, encore une fois, pour les patients, pour les pros de santé, pour les établissements. Une baguette magique, ça va. Swazik. Donc une baguette magique spéciale pour les startups. L'idée, ce serait que chacune des sociétés qui apportent une solution innovante puisse avoir un endroit type bac à sable où expérimenter sa solution à l'hôpital de façon complètement fluide, sans avoir de barrière ni interopérabilité, ni budgétaire. Enfin, vraiment pour collecter des données pour démontrer le succès de leur solution. Ok, d'accord. Merci, vous avez pris tous les trois beaucoup de hauteur. Effectivement, c'est
c'est très pertinent. On parle d'errance, on parle d'interopérabilité, on parle de bac à sable. Mais baguette magique, personne ne m'a parlé de la façon dont on finance l'innovation et la façon dont les startups accèdent au financement multiples et variés. Là encore, quelques tips, quelques conseils, quelques remarques à partager avec nous. Swazik, garde le micro. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pour financer l'innovation, donc il y a les solutions, on va dire, classiques avec les appels à projets, avec les articles 51, etc. Mais encore une fois, il faut réussir à avoir des business models qui soient plus créatifs et plus réalistes pour avoir accès à des financements plus rapides. Et si tu permets, Karim, je rebondis sur le chat parce que je vois la question du docteur Cypher, que je salue, qui demande quelle participation à la e-santé des médecins dits retraités, mais toujours impliqués. Donc, docteur Cypher, je vous confirme que les médecins retraités ont une grande place dans les boards scientifiques des sociétés, quelle que soit leur taille, et ils sont toujours très, très bien accueillis quand ils ont énormément d'expérience à partager avec toutes les générations et d'innovateurs et de professionnels de santé. Okay. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Swazik, concernant les questions. N'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet dédié. Elles feront partie donc des questions qui seront posées à la fin de notre webinaire. Autre idée concernant l'avenir, au-delà de la baguette magique, pour vous, c'est quoi les perspectives là, à court, moyen terme? Émilie? Donc les objectifs à court et moyen terme, c'est vraiment d'avoir une solution qui est utilisée par le plus de personnes. Donc c'est vraiment de travailler sur l'usage. Et après, le moyen terme, c'est internationaliser notre solution pour faire bénéficier à un plus grand nombre de patients à la fois du savoir-faire français, mais également de leur savoir-faire propre. Ok. Rappelle-moi où vous êtes implanté avec Rofim pour le moment en France? Aujourd'hui, on est implanté en France, dans les DOM, pas mal aussi, et au Maroc. Ok, d'accord, très bien. Ouais. Même question, Samy. Perspective chez Pozos. Perspective chez Pozos, c'est d'accélérer premièrement l'innovation autour de nos fonctionnalités qui sont vraiment game changer pour le domaine hospitalier, que ce soit pour les médecins hospitaliers ou pour les pharmaciens hospitaliers. On a longtemps couvert le scope du prescripteur avec des modules particulièrement différenciants et différenciateurs. J'évoquais le scanner intelligent d'ordonnance. On le montre en congrès. D'ailleurs, on sera au congrès de l'ASFAR, donc au congrès des médecins anesthésistes en fin de semaine. Pour l'anecdote, j'étais aux journées FHF, donc la Fédération hospitalière à Rodez. Ça, je l'avais pas préparé dans les questions que tu m'as envoyées, Karim, mais puisque c'était la semaine dernière, je le dis. Et puis là, je montre comment fonctionne le scan. Et là, il y a une directrice qualité qui me dit, mais vous n'allez pas me dire que ça rentre automatiquement dans le DPI des médecins et qu'ils n'ont plus à réécrire des ordonnances. Je lui dis, bah si, je vous le montre, voilà. Et elle me dit, mais il faut que je vous fasse une bise, c'est pas possible. Et je lui dis, bah, faisons-nous la bise. Et évidemment, je fais la bise avec cette directrice qualité. Tu es prêt à tout pour avoir une bise, hein, Samy. Non, je ne refuse jamais une bise plutôt. Maintenant que le Covid est derrière nous. Non, mais tout ça pour dire que finalement, je crois qu'il est important que des acteurs comme nous, nous puissions rester focalisés sur apporter des réelles innovations qui concrètement au quotidien changent la vie des patients, des médecins, des pharmaciens, des établissements. Donc je dirais que c'est surtout ça. Et puis en termes de perspective, c'est bien sûr continuer à lever des fonds pour financer cette innovation. Ça, c'est un enjeu aussi qui, selon moi, est très important en France autour du numérique en santé et surtout du numérique à l'hôpital. Je crois que les fonds doivent aussi saisir l'innovation numérique à l'hôpital, son enjeu et son ampleur. Nous, on a la chance là d'avoir posé un tour de série A qui sera annoncé, dont le montant exact sera annoncé là début octobre. Donc, c'est plutôt de bon augure pour les perspectives chez Pozos. Super, ouais. Et en tout cas, bravo pour cette prochaine bonne nouvelle que tu vas annoncer. Moi, j'ajoutais également un point concernant les perspectives. C'est, je pense aussi, toute la collaboration qu'on peut avoir, nous, entre nouvel acteur, start-up dans le domaine de la santé. Je pense qu'on en est un bon exemple là aujourd'hui. Nous sommes 4 start-up impliquées dans le domaine de la santé. On a la chance de représenter 3 incubateurs, accélérateurs, Future for Care,
Paris Santé Campus et TechCare Paris. Donc, si pour ce qui me concerne, on me donnait une baguette magique, ça serait aussi de multiplier les interactions comme on peut avoir entre nous, puisque chacun et individuellement, je pense qu'on peut apporter de la richesse au travers de nos expériences passées, de nos challenges actuels et puis de nos perspectives futures. On va passer maintenant sur les quelques minutes qui nous restent. Là, je vois qu'il y a 2-3 questions qui sont posées dans le chat. Donc, je vais dans l'onglet chat. Alors, Paul-Antoine, on entend beaucoup que les nouvelles solutions digitales rejoignent et favorisent les stratégies RSE des établissements. Paul-Antoine, je te retrouve bien là. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, on n'a pas adressé les sujets de responsabilité sociétale et environnementale. Qui veut prendre cette question ? Je peux commencer le tour de table avec, Samy. Avec très peu de galanterie pour mes camarades Swazik et Émilie, si vous le permettez. Alors, sur l'aspect RSE, on a mené une enquête auprès de plusieurs centaines de médecins sur la charge mentale. Et donc là, je fais appel au côté plutôt sociétal et RH de la partie RSE. Et effectivement, ça devient un sujet de plus en plus important pour les établissements, notamment du fait que l'attractivité est un réel problème pour les hôpitaux. Je ne sais pas, Swazik, Émilie, si c'est un challenge dont vous avez écho avec les hospitaliers, mais l'attractivité est vraiment un point noir pour les établissements de santé pour différentes raisons. Hein. Ça peut être les déserts médicaux, ça peut être le prix de l'immobilier qui flambe dans certaines régions de France, etc. etc. Mais, donc finalement, aider avec des outils sur la qualité de vie au travail, ça commence à avoir de l'importance pour les établissements. Sur le caractère écologique, on ne voit pas encore des signaux forts pour être tout à fait honnête, mais j'imagine que ça va venir. Alors, donc, du coup, moi, je rebondis sur le caractère écologique parce qu'effectivement, avec Intercio, nous, on va permettre aux visiteurs médicaux traditionnels d'avoir un impact sur les gaz d'émission à effet de serre, puisque c'est le médecin lui-même qui va solliciter le visiteur médical pour une visite en face-face. Donc, ça va permettre vraiment de concentrer les visites là où il y a une réelle attente du professionnel hospitalier. Et l'autre point sur la façon dont on peut aussi impacter en RSE côté RH et personnalité, c'est que les hospitaliers ont la possibilité de mettre en avant le savoir-faire d'un praticien. Donc, c'est aussi une façon de reconnaître et d'attirer les talents dans la structure. Ok, très bien. Émilie ? Oui, donc, RSE, problématiques de RSE, comment vous les adressez chez Rofim ? Donc, les problématiques de RSE, donc là, nous, notre but, c'est de modifier nos statuts d'ici la fin de l'année pour vraiment devenir une entreprise à mission, parce que clairement, l'impact, il a été identifié et clair. Et donc, par rapport, aujourd'hui, nous, on mesure des KPI pour mesurer avec et sans une solution comme la nôtre le temps que l'on met à poser un diagnostic pour une pathologie complexe ou rare. Également, on mesure l'impact d'une solution digitale comme la nôtre sur les kilomètres effectués dans les transports programmés. Et donc, en fait, on a un comité d'impact tous les 3 mois qui se réunit pour justement analyser cela. Et on a réussi à avoir une élève d'université prestigieuse américaine qui nous a aidé à établir les questionnaires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous et d'important, en fait, pour tout un chacun. Donc, si je ne me trompe pas, Rofim sera la première start-up nommée entreprise à mission à la fin de l'année. On espère, on espère. Tu pourras faire un Rex après. Voilà. C'est dans notre roadmap. Ok, d'accord. Paul-Antoine, c'est une mention spéciale pour toi. Si tu nous écoutes, je pense que tu as vocation à rencontrer Émilie. Je prends une autre question, une question de Laure Mononge-Kaby, que vous voyez peut-être également dans l'onglet questions. Donc, j'ai un peu l'impression aussi que les médecins ne sont pas très enclins à recommander des solutions à leurs patients. Et donc, l'usage est limité, selon ce que nous dit Laure. Et comment voyez-vous cette problématique et en tout cas, comment celle-ci peut être résolue? En gros, comment les médecins, je pense, peuvent simplement parler aux patients pour qu'ils embarquent aussi l'innovation et qu'elle ne reste pas dans le giron intra-hospitalier. Alors peut-être que si les médecins ne sont pas prêts à recommander les solutions à leurs patients, c'est tout bêtement parce qu'ils ne sont pas convaincus eux-mêmes.
Et je pense qu'une des solutions pour qu'ils soient convaincus, c'est qu'elles soient aussi plébiscitées par leurs pairs. Donc si on a un retour très positif des pairs sur une solution digitale spécifique, ça peut être avec une recommandation, ça peut être voilà, plein d'interactions possibles, alors ce médecin-là sera beaucoup plus enclin à partager cette solution et à proposer à son patient d'essayer cette innovation-là. Ok. Samy, Oui, en quelques mots. sur ce point, Karim, je rejoins parfaitement Swazik. En fait, la rigueur qui est mise sur les solutions grand public de santé n'est absolument pas la même que celle qui est sur les solutions pour les professionnels de santé. Déjà parce que la plupart d'entre elles doivent passer la barrière du dispositif médical, de la certification DM, donc c'est pas la même rigueur. Et donc finalement, on s'aperçoit rapidement que les solutions pour grand public sont de moins bonne qualité scientifique ou médicale que les solutions pour professionnels de santé. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les médecins ne sont pas enclins à recommander n'importe quelle solution, parce que c'est aussi leur crédibilité qu'ils engagent aussi. Peut-être pas enclins, effectivement, je pense qu'ils engagent leur responsabilité, mais au-delà de ça, peut-être qu'ils ont aussi une méconnaissance de la multitude des solutions qui sont proposées aux patients. Je pense qu'il y a aussi cet élément de savoir dans un temps limité de consultation quelle est la solution qui peut aider aussi les patients à un moment bien précis. Ça va pour compléter ton propos. Émilie, juste, il y a une question qui est relative à la ressource financière dès lors qu'on va mettre en œuvre des solutions à lesquelles on va connecter des industriels. C'est la question de nouveau de Paul-Antoine. Je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Là, en quelques secondes, est-ce que tu voudrais répondre à cette question? Oui. Donc, en fait, donc, par rapport à mon expérience, généralement, ce sont des chefs de service qui nous mettent en relation avec des industriels avec lesquels ils travaillent en demandant justement aux industriels de prendre en charge toute une partie ou des licences de notre solution. Donc, en fait, c'est vraiment une expérience vécue et parce qu'en fait, ça contourne le problème budgétaire ou en fait le sujet d'agenda. Généralement, c'est une solution qui est temporaire, donc en fait, voilà, l'industrie soutient ce type d'innovation et donc en fait a envie de permettre en fait, c'est surtout les problématiques d'adressage, parce que nous, c'est une problématique qui est la nôtre. Donc en fait, l'industrie a envie d'améliorer la problématique d'adressage, parce que qui dit adressage dit recrutement de nouveaux patients, dit potentielle utilisation de leur matériau. Ok, très bien. Je réponds et sinon on peut en parler en privé. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, mais merci à tous, merci à tous les trois. Le temps est venu maintenant de clôturer ce webinaire consacré à l'implantation de solutions e-santé à l'hôpital. Donc, je vais remercier Swazik, Émilie et Samy pour le temps que vous avez consacré à la fois à la préparation et puis à cette heure de webinaire. J'espère en tout cas que pour chacun des participants qui étaient là, présents avec nous, vous avez trouvé des tips, des conseils, des remarques. En tout cas, on est là également à votre disposition pour continuer les échanges en privé par les canaux sociaux dédiés. Il y a un sujet qui n'a pas été adressé, voire même qui n'a pas du tout été formulé, donc je pense que ça mériterait un autre webinaire. Non, on a perdu Karim, on va rester sur notre système. Parce que c'est le sens du teasing incroyable. Donc, et donc, connectez-vous pour la prochaine édition. Voilà. Pas la mienne, il y a quelqu'un qui est resté sur sa fin avec la question. Pour revenir sur l'importance de l'interopérabilité, c'est une question pour toi, ça, Samy, l'interopérabilité. Oui. Quelle est la question? Alors, pour revenir sur l'importance de l'interopérabilité, la qualité des données issues des DPI doit constituer l'un des éléments critiques pour la fiabilité de vos solutions. Or, celles-ci sont encore loin d'être normalisées, LOINC, SNOMED, CT, etc. Abordez-vous ce point avec les hospitaliers lors du déploiement de vos solutions? Complètement, avec les DSI notamment, qui sont un peu les maîtres sur ces questions d'interopérabilité et d'homogénéité des classifications, des pathologies et des médicaments, la SNOMED notamment. En fait, le réflexe qu'on va avoir, nous, c'est d'être capable de créer des référentiels de retraduction des données en fonction des données DPI.
Ensuite, dans le DPI, il y a déjà un certain nombre de données qui sont déjà structurées, qui sont déjà classifiées, normalisées et déjà utilisables. La liste des médicaments en UCD, la liste de certaines pathologies selon des classifications communes. Et puis, les DPI utilisent des bases de données du médicament qui sont des bases certifiées, hein, les 3 ou 4 bases certifiées dans les DPI. Il y a quand même déjà matière à vraiment pouvoir travailler et vraiment pouvoir intégrer de la donnée. C'est pas parfait, bien sûr, mais ce que je dis toujours à des utilisateurs, c'est commençons par utiliser les données qui sont déjà exploitables parce qu'on va déjà permettre de gagner du temps et de la sécurité. Et puis, en parallèle, travailler sur comment normaliser les données supplémentaires qu'on cherche à avoir. On peut penser, par exemple, aux données de biologie qu'il faut souvent aller récupérer dans un autre logiciel que le DPI pour refaire transiter. Et donc, ça, c'est aussi des challenges technologiques sur lesquels on travaille. Je ne sais pas si ça répond à la question. Madame est en train de taper. Effectivement, merci. Alors, est-ce qu'on attend le retour de notre maître de conférence? On prend d'autres questions? On s'improvise maître de conférence. Vas-y, c'est maintenant toi la maître de conférence. Qu'est-ce qu'on fait? Webinaire partagé avec le Canada francophone e-santé. Merci Daniel Seffer pour ce partage outre-Atlantique. Non. Floberta, est-ce qu'on te laisse clôturer comme tu es la représentante de Tracify? Karim, te revoilà. Bon, on a gardé les clés, on a fait comme ça. On a tenu la boutique en absence. Ok, d'accord. Je ne sais pas, il y a un problème technique qui s'est opéré, mais en tout cas, vous avez tenu la boutique. Donc là, c'est excellent. Je pense que le temps est venu maintenant de clôturer notre webinaire. Merci Samy, merci Émilie, merci Swazik. Et puis je vous dis à toutes et à tous à très vite pour un nouveau webinaire ensemble. Au revoir, à bientôt. Merci Karim, merci à tous. Merci, à bientôt. Bye, ciao, ciao, salut tout le monde, au revoir.